Alors, bonjour Hervé Lecor. Bonjour. Alors écoutez, nous sommes ravis de vous accueillir à Mediapart dans le cadre de notre série consacrée aux 150 ans de la commune. Alors, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous avez été professeur de lettres pendant une trentaine d'années et parallèlement, vous êtes un écrivain et vous exercez votre art dans le domaine du roman noir. Voilà. Alors, nous ne parlerons pas aujourd'hui de votre dernier livre qui s'appelle Traverser la nuit et qui est paru cette année aux éditions Rivage, mais du précédent, Dans l'ombre du brasier, publié lui en 2019, toujours chez le même éditeur. L'action de votre brasier se déroule lors des derniers jours de la commune, et plus particulièrement de la semaine sanglante. Ce livre est le pendant d'un ouvrage que vous aviez écrit 15 ans plus tôt, L'homme aux lèvres de saphir, dont l'histoire se déroulait déjà à Paris, mais quelques mois avant la commune. Le pendant, parce que dans L'homme aux lèvres de saphir, vous saisissiez en arrière-plan de votre intrigue policière la colère en train de monter au sein de la classe ouvrière, et Dans l'ombre du brasier montre la fin de ce mouvement, la fin de l'espoir. Alors, Monsieur Lecor, vous n'êtes clairement pas un auteur de romans historiques tel qu'on l'entend de manière traditionnelle. Donc, qu'est-ce qui vous attire dans ce 19e siècle pour y revenir une seconde fois, et pourquoi précisément la commune ? Bon, d'abord le 19e, tout simplement par imprégnation culturelle de mes études, et puis pour l'admiration que je voue aux écrivains de cette époque, quoi. Ça va de Zola à Maupassant, passant par Hugo, qui sont pourtant dans des styles tout à fait différents. Enfin bref, toute cette écriture naturaliste, quoi. Bon, déjà ça. Donc déjà le 19e, j'ai déjà, de par mes lectures, tout un tas d'images toutes faites, et peut-être à refaire aussi, de ce siècle. Et puis, bon, fatalement, la Commune de Paris, pour aller vite, parce que j'ai découvert ça. J'avais 15 ans en 1971, au moment du centenaire. Bon, j'étais lycéen, j'étais anard, voilà, et tout d'un coup, je découvre cet événement, puisqu'à l'époque, le centenaire avait fait l'objet d'une commémoration, il faudra peut-être revenir sur le mot, mais qui avait été assez intense. Et du coup, je découvre ce truc, je lis, et j'en lis davantage un peu dans le livre de Daniel Guérin qui s'appelait L'anarchisme, qui était publié à l'époque en poche chez Gallimard. Et là, je commence à m'intéresser, effectivement. J'étais à cette fameuse commune de Paris. On m'offre un livre, La commune en images, où on a toute l'iconographie qui se trouve là. Bon, ouais. Et puis c'est resté en jachère. Après, bon, le reste de ma formation politique qui fait que voilà, la Commune de Paris continue de faire partie de ces phares dans le mouvement ouvrier, en gros de 93, 48, 71 et puis jusqu'au XXe siècle, quoi. Mais ça reste quelque chose d'assez lointain, une espèce de truc assez brumeux. J'y suis pas revenu. Et pourtant, c'était quelque chose qui faisait partie d'une espèce de fond comme ça, mais qui fait partie du fond, comme pour plein de gens, quoi. La Commune de Paris, ça a existé, pour la plupart des gens, ça a été une énorme espérance, ça a été un énorme massacre. Voilà, j'en étais un peu resté là, mine de rien. Et puis j'y suis revenu en lisant le roman de Jean Vautrin, Le Cri du peuple. Et là, Jean Vautrin a le culot, si on peut dire, de mêler à l'histoire réelle, avec des personnages historiques, une intrigue aventureuse. C'est un roman policier déjà, il y a une poursuite, il y a un type qui en poursuit un autre qui essaye de l'éliminer, et puis au milieu de ça, on voit passer Louise Michel, Jules Vallès, etc. Et j'avais trouvé ça très très impressionnant. Vient ensuite la BD de Tardy. Là, je me dis, voilà, ça va. Bon, je commençais déjà à réfléchir à pourquoi pas une histoire. J'avais commencé à écrire, à publier. Pourquoi pas quelque chose qui se passerait par la commune. Mais là, vraiment, j'hésitais trop. Donc, c'est venu comme ça. Et petit à petit, j'ai commencé à lire, à me renseigner, à lire les historiens. Voilà. Et puis, quand je me suis senti mûr, mais en termes vraiment de maturité intellectuelle, quand je me suis senti mûr, j'ai dit, voilà, il faut que je me lance, quoi. Le problème, c'est que Vautrin avait déjà partait du 18 mars jusqu'à la fin mai, où il montre Vallès fuyant, et ces personnages qui s'échappent comme ils peuvent. Et là, je me dis, c'est déjà fait. Et puis je me voyais mal
raconter tout le processus. J'avais pas les épaules et puis j'avais pas la vision assez large de tout ça. Et puis ce que j'aime bien surtout quand j'écris, que ce soit ce roman-là ou un autre, c'est focaliser sur des personnages. Et mêler l'histoire collective et l'histoire individuelle, y compris, pourquoi pas, l'histoire intime des personnages. Donc déjà, j'ai réduit mon champ de vision. Et puis, les 10 derniers jours, tout d'un coup, l'idée m'est venue. Et là, c'est quelque chose qui m'est venu, alors comment le dire, sans ennuyer, de l'analyse politique que je faisais, que je fais toujours de notre période actuelle. À savoir, on en est là, après de nombreuses défaites du mouvement ouvrier, du mouvement social, et s'ensuit une forme de, pour moi en tout cas, une forme de mélancolie révolutionnaire. Et j'avais lu quelques années auparavant le bouquin de Daniel Ben Saïd, le Paris mélancolique, que je tiens pour une espèce de... Et c'est ce livre qui m'a aidé à ne pas perdre pied. Au moment où, au tournant des années 80-90, je finissais par me demander si on s'en sortirait jamais et si ça valait encore la peine finalement d'essayer de s'en sortir, la façon dont Ben Saïd envisageait l'espèce d'impasse historique dans laquelle on était, en disant, en gros, je schématise, en disant, ben voilà, la révolution n'est pas inéluctable, mais elle est indispensable. Et sur elle, sur ce mouvement-là, sur ce surgissement, comme il dit, il faut faire un pari. Et ce pari, il est d'ordre pascalien. Voilà, il faut parier parce que c'est ça qui nous maintient debout. Voilà, et au combat. Bon. Et j'avais été émerveillé par cette façon d'envisager les choses, émerveillé aussi je lui rends toujours hommage par le talent littéraire de Ben Saïd, qui était vraiment un grand écrivain. Et j'ai lu juste après, enfin quelques temps après, un autre livre qui est celui d'Enzo Traverso, qui s'appelle Mélancolie de la gauche, qui était publié à la Découverte. Et qui là aussi était une merveille parce que là, lui aussi, il reprend. Alors, il s'intéresse à la littérature, au cinéma. Il parle beaucoup de Walter Benjamin. Il parle ensuite de Ben Saïd aussi, bien sûr. Et là, je lui dis voilà, là, ça y est, je sais pourquoi j'écris ce livre, hein, et je sais pourquoi je vais raconter non pas une épopée, mais plutôt une défaite. Voilà, c'est comme ça que j'ai réglé mon angle de tir, si je puis dire. Voilà. D'accord. Alors. Peut-être avant de revoir sur cet aspect de la défaite, la commune, vous en avez un peu parlé en parlant des commémorations, la commune de Paris a suscité beaucoup de mythes, mais aussi des polémiques, des lectures diverses et variées et antinomiques. Vous, après ce livre, après le travail de documentation que vous avez fait, est-ce que votre regard a évolué sur ce mouvement particulier, ce moment particulier de notre histoire, et comment ? Oui, parce que je suis sorti de l'imagerie d'Épinal. Le problème souvent avec les organisations révolutionnaires ou militantes, et avec les militants, c'est que souvent on se contente on aime bien les imageries d'Épinal finalement. La geste héroïque, ça c'est quelque chose qui m'a toujours fatigué. Et du coup, travaillant là-dessus, j'ai déchiré un peu les images d'Épinal et j'en suis venu effectivement à la vision d'une période beaucoup plus contradictoire, beaucoup plus compliquée. Je me suis aperçu par exemple que dans le comité de la Commune de Paris, ils ont passé les 72 jours à s'engueuler, à polémiquer, et ils ont pourtant fait des choses. Ils ont pourtant essayé de faire les choses. Ce qui montre que c'est possible, même dans ces conditions, même en s'engueulant, même dans ces conditions de polémique permanente, etc. Et puis je me suis aperçu aussi, et c'est là que je suis devenu un peu moins couillon que ce que j'étais avant, je me suis aperçu à quel point la Commune de Paris avait ensemencé toute la suite du mouvement ouvrier. C'est-à-dire que toutes les questions qu'on s'est posées tout le long du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, elles ont éclaté à ce moment-là, elles ont été posées. Elles n'ont pas toutes trouvé de réponse, mais elles ont été posées. Je pense simplement, on en parle pas mal, là, je lis un peu les historiens, j'écoute un peu les interviews, je vois un peu les interviews, la question des femmes, par exemple. Oui, j'allais. Bon,
La première organisation féminine, essentiellement féminine, c'est l'Union des femmes pour la défense de Paris, avec des belles personnes qui se battent, qui combattent et qui posent un certain nombre de questions aux hommes. Bon, questions qui n'ont pas trouvé de réponse. Ça, c'est un peu un truc que dit Ben Saïd. Il dit que les révolutions, c'est Marx qui le disait aussi, les révolutions ne sont jamais à l'heure, n'arrivent jamais au bon moment. C'est-à-dire que voilà, il y a un temps où la révolution se produit, où le mouvement révolutionnaire, puis et il y a des questions qui ne sont pas encore dans cette période-là, qu'on ne peut pas poser à ce moment-là. Voilà, j'ai appris ça. Et du coup, j'ai mieux compris après pourquoi libertaires d'un côté, marxistes de l'autre, se sont déchiré le truc, se sont emparés chacun pour leur part de la commune, quoi. Voilà. Bon, je parlais des femmes, mais je parle là, je parle vraiment des marges, la culture aussi. Voilà. Le comité présidé par Courbet est le premier à s'intéresser tout d'un coup à l'accès du plus grand nombre au musée, à la musique. Il y a eu énormément de concerts dans Paris, la musique, les gens allaient aux concerts. Bien sûr que j'ai parlé de la semaine sanglante, mais les 72 jours de la commune ont été, avant que le massacre commence, ont été une période quand même de grand enthousiasme. Oui, Paris a été une ville heureuse. En plus, je me suis laissé dire que la météo était plutôt favorable, presque tout le temps. C'est Lisa Garay qui parle du parfum des lilas dans les rues. Par exemple, des airs d'accordéon ou de musique, je ne sais pas si l'accordéon existait déjà à l'époque. Les airs de musique qu'on entend un peu partout. Le jour de l'invasion par les Versaillais, le 21 mai, il y a un énorme concert aux Tuileries. Il y a 2 ou 3 000 personnes qui écoutent de la musique classique aux Tuileries. Et quand la nouvelle de l'invasion arrive, les gens ont du mal à y croire. C'est pas possible, on est trop bien ici. Voilà. Toutes ces choses-là, je les ai apprises en travaillant sur ce livre. Et voilà. Et ça, après, on retrouve ça dans les débats que les historiens ont entre eux en ce moment. La vision libertaire des masses, comme on dit, ou du peuple qui s'autogouverne. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de gouvernement, mais il y a pourtant une administration qui fonctionne. Verlaine était employé de la mairie de Paris à l'époque. Bon, c'est connu, ça, en fait, de la commune. Il était employé de la commune, voilà. Il y a une direction des barricades, il y a même des gens qui s'occupent du ramassage des ordures et de l'éclairage public. Enfin, la ville continue de fonctionner. Justement, alors, je voulais y venir. Vous montrez dans votre roman que la commune se débat et se meurt par moments dans son inorganisation ou dans ses querelles au sein du comité, mais vous montrez aussi de manière assez surprenante l'apprentissage de la démocratie, l'exercice du pouvoir régalien à travers la figure d'un personnage que vous inventez, c'est celui de ce policier communard. Pouvez-vous nous en dire un mot, parce que c'est un des fils rouges du livre. Ah oui, j'ai un mal fou avec ce personnage. Tout d'un coup, son nom... Roch. Antoine. Et là, j'ai un mal fou parce que je me renseigne auprès de quelqu'un qui est une grande figure là, de l'évocation de la commune en ce moment. Je lui envoie un mail et cette dame me dit, je pense que je lui dis, est-ce que vous savez si la commune s'est occupée du maintien de l'ordre, de la sécurité publique, comme on disait? Elle me dit, assez sèchement, elle me dit, je crois que les communards avaient d'autres problèmes que ça. Bon, ok. Et puis je trouve quand même dans quelques paragraphes d'historiens que oui, il y avait des délégués à la sûreté qui étaient la plupart du temps élus, puisque tout l'appareil policier était parti à Versailles. Ils avaient juste laissé derrière eux quelques mouchards pour leur renseignement. Et là, je m'aperçois qu'effectivement, il y a eu ces policiers, donc j'ai dit, allons-y. Donc j'invente ce personnage, en plus... J'écris plutôt des romans noirs, des romans policiers, donc j'avais quand même besoin de ça, j'avais quand même envie d'une intrigue policière qui courrait tout le long du bouquin, et j'invente ce personnage, et lui, il continue il est l'incarnation de ce qu'on appelle, oui, la sécurité publique, mais au sens d'un service public, de la police,
tel qu'on pourrait en rêver encore aujourd'hui, quand on voit où on en est aujourd'hui avec les forces de l'ordre, comme on dit. Donc voilà, et ce personnage, je voulais en faire quelqu'un de complexe, c'est pas un redresseur de tort, c'est juste quelqu'un qui fait son devoir, qui estime que son devoir est de faire ce qu'on lui a demandé de faire, puisqu'il est élu un petit peu pas à son insu, mais à son encontre. Il n'est pas trop d'accord avec ça. Mais je raconte que sa femme le pousse parce qu'elle adore les faits divers. Oui, fais-le. Bref, et je me suis amusé avec ça, quoi. J'ai inventé ce bonhomme, et dans le bouquin, c'est un des personnages tragiques du livre, quoi. Je me suis beaucoup attaché à ses hésitations, à son courage. En plus, géographiquement, par sa recherche, puisqu'il cherche une femme qui a disparu, Caroline, la fiancée, il est obligé de franchir, il va à contre-courant de l'invasion des Versaillais. Il doit franchir les lignes, la ligne de feu à un moment donné. Et alors là, après, sur le plan romanesque, c'est intéressant parce qu'évidemment, ça lui fait courir 1000 dangers. Et ça m'intéressait de le mettre comme ça au cœur de la bataille et en plus à contre-courant. Alors, j'allais y venir. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est ce qui vous a inspiré, c'est l'idée de défaite. Les gens qui nous regardent ont compris, ce livre est un grand livre sur le courage, mais pas le courage du héros qui, dans un sursaut d'orgueil, va arracher la victoire. C'est le courage des vaincus qui continuent la lutte alors qu'ils savent que la fin est inéluctable. Et la plus belle illustration, à mon sens, dans votre livre de ce courage-là, c'est l'intrigue elle-même. Vous inventez l'enquête policière inutile, dirais-je un peu par provocation. C'est-à-dire, à quoi bon sauver une seule femme, arrêter un seul criminel, alors qu'une tuerie de masse est imminente? Eh bien si, cela importe. Il n'y a aucun espoir, mais justement, c'est la raison d'être, je crois, de ce livre. Le fait de se tenir droit et de continuer en vain la lutte, c'est peut-être là que se trouve le salut. Enfin, c'est ce que vous essayez de... Oui, parce qu'à un moment donné, j'ai eu un gros doute. Au moment où j'écrivais, j'ai eu un gros doute. J'étais en train de me demander quelle était la justification de cette intrigue policière au cœur de l'évocation de l'événement historique, des combats, de l'invasion par les Versaillais. Et puis, je ne sais pas comment, à un moment donné, je fais dialoguer deux personnages, donc mon fameux Roch, mon policier, et puis un garde national, un capitaine, ou je ne sais pas quoi, et qui lui dit, mais enfin, franchement, qu'est-ce que vous foutez à rechercher cette femme? Si elle serait déjà morte, à quoi bon? Ça ne sert à rien, ce que vous venez de dire, c'est vraiment l'enquête inutile. Et le type lui dit, mais vous savez que c'est... Pourquoi vous continuez de vous battre, vous? Parce que vous avez vu où on en est. La défaite, c'est dans quelques jours. On recule sur tous les fronts. Finalement, on poursuit notre combat, notre quête, notre enquête, envers et contre ce qui s'annonce. Et en écrivant ce dialogue, je me dis, bon, ça va, je tiens maintenant le nœud gordien de mon boulot. Voilà, pour moi, ce petit dialogue-là justifiait me permettait de bien cheviller les deux intrigues, les deux envies que j'avais, l'intrigue policière et puis l'évocation de la commune, quoi. Et alors, régulièrement dans vos livres, vous utilisez la multiplicité des points de vue pour embrasser toutes les perspectives. Dans celui-ci, on a, on va dire, 4 personnages principaux et d'autres qu'on voit, différents types, genres d'individus. Vous confrontez même aux criminels. Par contre, il y a une exception dans le brasier, c'est de vous situer jamais du côté des Versaillais, qui sont réduits donc pendant les 2 tiers du livre à une espèce d'ombre menaçante. Puis à la fin, ce sont des tueurs interchangeables et barbares. Alors, hormis l'indéniable efficacité dramatique qu'on voit ce procédé, est-ce que cette omission, le fait que vous n'incarniez pas le clan des Versaillais, ça a une signification pour vous, un sens politique Ah oui, là c'est tout bête, c'est vraiment choisir son camp. D'accord. C'est vraiment choisir son camp. Choisir, donc, déjà sur le plan romanesque et littéraire, c'est choisir un point de vue
bien particulier, même s'il y a plusieurs axes narratifs, c'est choisir ce point de vue-là, être du côté des perdants, du côté du courage, et en même temps, voilà, pas question, je me voyais mal en plus partir de l'autre côté. Non, pour moi c'était simplement ça, c'était, voilà, j'avais envie de parler de ces gens, de leur courage, des gens ces combattants, ces militants et je dirais qui encore aujourd'hui, malgré, comme je le disais un peu tout à l'heure, malgré le point où nous en sommes de notre histoire, continuent à se battre, voilà, à militer, à croire Après, tous mes personnages, et je voulais aussi dire, je voulais montrer des personnages qui ont peur, des personnages qui doutent, qui sont plus sûrs de rien. Il y en a même un, à un moment donné, que j'appelle le Rouge, qui après une sortie catastrophique du côté au-delà du bois de Boulogne, revient. Ils ont tellement pris sur eux qu'il revient, il a l'impression d'être mort. Tout d'un coup, il est une espèce d'état second, il met du temps à s'en remettre. Et il marche dans les rues, ils vont vers un caboulot, et il a l'impression il regarde autour de lui, l'impression qu'il est mort, il ne sait pas où il est, il sait pas. Et j'avais envie de montrer ça. Et là, du coup, de faire un plan très rapproché sur ce personnage pour montrer à un moment donné que, alors qu'il est le plus costaud de tous, je le vois moi comme une espèce de colosse costaud, indestructible, là, tout d'un coup, il devient humain, mais tremblant et vacillant, quoi. Et ça m'intéresse toujours. Il lui faudra un verre d'alcool et un obus pour reprendre un peu revenir à la vie. Et un peu à manger aussi. Je crois que je l'ai nourri à ce moment-là. Non, mais je me posais cette question parce que, par exemple, dans Après la guerre, donc, qui est un de vos romans qui parle de la collaboration et de la guerre d'Algérie naissante, vous n'hésitez pas à placer aussi le lecteur du côté des salauds et de salauds ultimes. Là, les Versaillais sont vraiment mis à part. C'est pour ça que je... Ah oui, mais là, le point de vue est différent. Pour Après la guerre, j'avais besoin de montrer, de me placer, d'essayer de montrer, de réfléchir à la façon dont peut fonctionner un bourreau. Ces bourreaux ordinaires qui font que les totalitarismes, les dictatures tiennent debout, parce qu'il y a ces petites mains, si on peut dire, qui sont là et qui font le sale boulot, qui n'en connaissent aucune, qui n'en ressentent aucune honte. Ils prétendent obéir aux ordres, quoi. C'est toujours pareil. Mais là, c'était un point de vue différent. Non, je me voyais mal. En plus, j'avais lu, en travaillant pour le bouquin, j'avais lu le journal des Goncourt, et des saloperies, et puis tous les commentaires que les écrivains, les journalistes de l'époque avaient fait sur la Commune de Paris. Y compris les grands écrivains. Zola, par exemple. Et j'avais lu assez d'ignominie là-dessus pour ne pas avoir en plus envie de me colter un personnage de bourgeois ou je ne sais quoi qui aurait tenu le même genre de discours, qui aurait fait preuve du même mépris de classe, du même mépris social, quoi. Voilà. Bon. Et sur ces personnages noirs, même si c'est pas le cœur de votre livre, vous nous montrez donc un tueur en série qu'on avait déjà croisé dans L'homme aux lèvres de saphir, mais aussi un proxénète, espèce de parrain local, qui ne remettent pas du tout en cause le modèle bourgeois et au contraire prospère dedans. Alors en marge, vous précisez, mais voilà, on en a. En quoi vous liez un peu, d'ailleurs ça évoque les pères fondateurs du roman noir américain, criminalité et capitalisme? Disons que la criminalité que je montre, là vous parlez de cette espèce de proxénète qui habite au bas des fortifs. On est encore dans des arrondissements du nord-est de Paris qui sont à peine urbanisés depuis l'extension de Paris. Donc c'est la zone. Hein. Et là, en revanche, j'ai lu des historiens qui disaient que tous les petits trafics, le petit commerce de ces gens a été considérablement gêné non pas par les combats, mais par la commune elle-même, qui avait par exemple interdit la prostitution de rue. Et ils étaient plutôt contents de voir revenir les flicards habituels, avec leurs magouilles, avec leurs ententes, leurs pots de vin et autres. Et donc je voulais parler de ça quand même, de cette marge, des gens qui sont restés totalement en dehors de
en dehors de la Commune de Paris, de ces événements, et qui ont plutôt vu d'un mauvais œil ces gens qui, par exemple, à la fin, je ne raconte pas ça, mais qui, à la fin, après la défaite, ont essayé de s'échapper et ont dû traverser donc ces zones pourchassés par la gendarmerie et par les Versaillais, et qui venaient tout d'un coup déranger leur petit trafic, quoi. Il y a effectivement une espèce de coexistence entre l'ordre bourgeois et tous ces petits trafics, toute cette truanderie qui finalement, dans la mesure où elle ne gêne pas l'ordre public de façon trop... Dans la mesure surtout où elle ne remet pas en cause l'ordre public, qu'elle s'en protège simplement pour ces trafics, il n'y a pas de problème, on peut tolérer. Et puis en plus, ce sont les marges de la ville. Plus géographiquement, c'est très très circonscrit, quoi. Donc ça m'intéressait, en plus sur le plan romanesque, ça m'intéressait d'aller voir un petit peu de... Alors là, j'ai totalement inventé, mais de voir un petit peu de quoi pouvait être fait un personnage comme ça. Alors là c'est de la pure fantaisie, quoi. Vraiment, là, le personnage que j'invente avec son garde du corps, etc. Mais après, c'est en regardant les cartes et les plans de Paris que je me suis aperçu qu'il n'y a rien, quoi. Enfin, très vite, on quitte les rues, on arrive sur des chemins boueux, et on a des baraques de guingois. Alors, justement, on va y venir. Comment vous avez procédé pour recréer un Paris de 1871 ? Sur quelle base documentaire vous êtes-vous appuyé pour obtenir ce résultat ? Alors, des photos, beaucoup. Parce que la Commune de Paris a été... Vous aviez gardé votre livre de 1971, vous l'aviez encore ? Non, parce que celui-là, il est totalement... En plus, les bouquins, les images sont de très mauvaise qualité. Non, j'ai trouvé des photos... D'abord, pour l'Homme au lèvres saphir, je voulais absolument voir Paris, qui n'est pas ma ville. Voir Paris, et j'avais besoin d'images, quoi. Donc, il y a un photographe qui s'appelle Marville, j'oublie tout le temps son prénom, qui avait été chargé par la mairie de Paris, au moment des travaux Haussmann, de photographier tous les îlots, les rues qui allaient être modifiés, détruits pour créer les grands boulevards, enfin, tout ce qu'on appelle le travail haussmannien, quoi. Et donc, ce type a fait des centaines et des centaines de photos qui sont des merveilles absolues. J'étais étonné de voir la précision, le rendu de ces photos noir et blanc. Alors elles sont très belles en plus parce que comme ce sont des poses longues, il n'y a personne. De temps en temps, on voit un cheval attelé, et si le cheval a eu le malheur de remuer la tête pendant la prise, tout d'un coup le cheval a une espèce de truc flou à la place de la tête. Et parfois on voit passer une ombre quand on meurt, quelque chose de très flou. Et c'était bizarre, cette ville ces photos peuplées de fantômes finalement. Donc j'ai bossé là-dessus. Après il y a eu beaucoup de photos sur la Commune de Paris. Enfin, des photos, mais c'est là encore des photos posées. C'est-à-dire qu'on voit les mecs sur les barricades, machin, et après les photos des destructions. Il y a un photographe qui s'appelle Braquet, qui a photographié beaucoup la commune. C'est d'ailleurs lui qu'on voit le plus souvent, et on trouve ces photos-là sur Internet. Donc j'avais besoin j'avais les plans de Paris, mais j'avais besoin d'avoir une vision en élévation, en 3D, quoi, en quelque sorte. J'ai besoin, moi je suis un peu enfantin quand j'écris, j'ai besoin de voir les choses, de m'imaginer. Là, je suis dans la rue, et voilà, j'imagine les toits au-dessus de moi, j'imagine les fenêtres, etc. J'ai besoin de ça, quoi. Et voilà, j'ai travaillé là-dessus. Bon, j'ai parlé des historiens que j'ai lus. Ma Bible, ça a été le bouquin de Prosper Lissagaray, évidemment, Histoire de la Commune de Paris, qui est pour moi irremplaçable, parce que c'est au jour le jour, et en plus, il est dedans, c'est un communard, et en même temps, il a constamment un regard critique sur ce qui se passe. Il est d'une lucidité. Il est merveilleux, ce type. Vraiment, on pourrait s'attendre de sa part à une espèce d'hagiographie des grands personnages, d'épopées lyriques. Pas du tout. Il court les rues. À un moment donné, il va voir Dombrowski, qui est un des grands généraux de la commune. Il va le voir au château d'Auteuil, où il avait installé son quartier général. Ils prennent du plâtre sur la gueule. Il y a des bombardements. Types sont couverts de poussière de plâtre. Il raconte ça. On a l'impression d'y être. Et en même temps, il parle aussi des débats au sein de la commune entre les blanquistes d'un côté, les proudhoniens, les internationalistes, etc. C'est absolument passionnant, quoi. Et c'est là qu'il parle
comment dire, des petites gens, des sensations. Il parle du beau temps, il parle de la pluie quand elle tombe. Enfin, voilà, et ça a été ma Bible, quoi. Après, bon, il y a les historiens qui prennent du recul, voilà. Et vraiment, je me suis immergé, mais avec un plaisir fou, quoi. J'ai fait une espèce de voyage dans l'espace et dans le temps qui m'a passionné. Alors justement, peut-être après on reparlera de votre manière de travailler avec des plans de Paris, mais vous parliez de Dombrowski, le général, on le voit apparaître et agir dans vos pages. Alors, j'ai un souvenir d'aussi une explosion d'usines de gaz. Alors, je ne sais pas du tout si elle a eu lieu, si vous appuyez sur des faits réels ou si c'est de la fiction, mais comment vous déterminez, donc vous êtes documenté, comment vous allez déterminer quels éléments réels vous alliez vous approprier, quel personnage historique, on parle de Dombrowski, mais il y en a plein d'autres qui apparaissent. Voilà, sur quels critères vous les avez choisis? Vous avez dit, tiens, ça, je me les accapare, je les mets dans mes pages, ou ça, je le laisse de côté Alors déjà, l'usine à gaz. Oui. Il y a effectivement, à l'époque, donc, il y a des usines à gaz partout, puisqu'on s'éclaire au gaz dans Paris. Et cette usine à gaz, elle est très exactement située, je l'ai vue donc, sur un plan, elle est très exactement située à l'emplacement de la maison de la radio. D'accord. Exactement là. Bon. Donc je la vois sur ce plan. Et c'est moi qui l'ai fait sauter. Je ne suis pas sûr qu'elle ait explosé à cette époque-là. Donc là, c'est ma liberté de romancier. Elle ne porte pas atteinte à la, voilà, comment on va dire, à la véracité des faits tels qu'ils se sont déroulés en général, de toute façon. Après, les personnages mêlés comme ça, les personnages réels à mes zigotos imaginaires. Bon, Dombrowski, parce que j'ai lu là chez les historiens et puis chez Lisa Garay aussi. Que c'est un type assez exceptionnel. Là où la commune manque très 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 souvent de chefs militaires, et c'est une des raisons pour lesquelles le massacre a été aussi... Je ne sais pas si elle aurait gagné, bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais on peut penser que si elle s'était mieux défendue, le massacre n'aurait pas été... La semaine n'aurait pas été aussi sanglante qu'elle l'a été, probablement. Ou peut-être aurait-elle pu, je ne sais pas, c'est là peut-être je délire, négocier je ne sais quelle rémission un peu moins barbare. Mais Dombrowski, donc général polonais, c'est vraiment un militaire au départ. Il a lutté contre les Russes lors de l'insurrection, je crois, de 66 ou 7 en Pologne. Il est arrivé en France. Il était membre de l'Internationale. Il y avait un autre Polonais qui s'appelait Wróblewski aussi, qui était un autre chef un autre chef militaire de la commune. C'est lui qui a tenu la butte aux cailles pendant 2 jours inespérés. Il a bloqué, je ne sais plus combien de milliers de Versaillais. Il a fait gagner, une journée sans doute à la commune. Et puis, c'était aussi pour marquer le côté internationaliste de la commune de Paris. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup, il y a des gens d'un peu partout. Alors, je ne dis pas qu'il y avait que ça, mais des gens d'un peu partout qui sont à Paris. Il y a des Italiens, il y a des Garibaldiens qui sont là, voilà. Pour ça que j'ai inventé aussi, à un moment donné, un personnage italien dans la compagnie de mes personnages. Je voulais montrer ça, montrer le fait que cet événement-là, au moment où il se déroule, alors que les gens n'ont aucun recul dessus, il attire là, tout d'un coup tout un tas d'Européens qui se mettent à flamber pour cet espoir-là. J'ai trouvé ça intéressant, j'avais envie de rendre hommage à ces hommes-là, voilà. Et donc, pour revenir maintenant sur votre travail de documentation, les plans de Paris ont joué un grand rôle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez procédé? Alors j'ai trouvé sur le site Gallica là, de la BNF, j'ai trouvé un plan de Paris élaboré en 1868, je crois. C'est marqué dessus au crayon en plus. Et c'est un plan, alors il a été numérisé de façon magnifique, c'est-à-dire qu'on peut l'agrandir autant qu'on veut. Et on a tout. Il y a tout. Toutes les rues, tout. Et là, bon, après, j'ai joué, hein, je me suis amusé, on faisait du boulot quand même, mais je me suis amusé, j'ai fait des sorties papier, j'ai collé ça, j'ai jointé ça, et je me suis fabriqué des itinéraires pour mes personnages.
parce que il marche beaucoup. Bah oui, à l'époque, on marche beaucoup, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Et là, du coup, j'avais le nom des rues. Ça m'a permis à l'occasion, de recréer toute une topographie d'un Paris qui éventuellement n'existe plus trop, ou de remettre en comment dire, d'évoquer des lieux de Paris qui existent encore, mais dont on peut se dire, ah ben tiens, là, ah oui, en effet. Bon, des fois, j'y passe. Ça m'est arrivé d'y revenir. Bon, c'était pas du tout comme ça que je le voyais. Mais bon, c'est pas grave. Mais ça, c'est quand même une guerre civile dans une ville bien particulière, c'est Paris, quoi. C'est pas la même ville qu'en 48. C'est d'ailleurs pour ça que les travaux d'Haussmann ont été faits, c'est-à-dire pour casser ces îlots pleins de rues étroites où l'artillerie pouvait pas travailler, où la cavalerie, par exemple, pouvait pas lancer des charges, etc. On sait que les travaux Haussmann ont été faits en grande partie pour rendre, en particulier sur les grands boulevards, des charges de cavalerie et l'usage de l'artillerie plus pratique. Ça, on le sait, ça a été documenté assez largement. Et du coup, c'était un plaisir aussi de faire cavaler mes personnages dans des rues beaucoup plus étroites, d'inventer un caboulot où ils peuvent s'arrêter, boire un coup s'ils veulent, alors que 200 mètres plus loin, on entend la canonnade. Parce que c'était ça, je l'ai découvert dans un bouquin de Maxime Vuilliaume qui s'appelle Mes cahiers rouges, où il raconte là encore, mais rue par rue, jour par jour, de sa commune de Paris. Il raconte même comment il a échappé au peloton d'exécution, ce qui est assez invraisemblable. Je mets ça dans un roman, on ne veut pas me croire. En gros, il a discuté avec un sergent qui lui a dit, bon, allez, casse-toi, quoi. En gros, c'est pas ton tour. Bon, le type, il n'a pas demandé son reste. Donc Maxime Vuilliaume qui raconte, par exemple, qu'il boit un godet, je ne sais plus où, là, au quartier latin, alors que 300 mètres plus loin, ça se bagarre, quoi. Et toute cette petite ambiance-là, du coup, j'allais sur mes plans, je voyais le boulevard Saint-Germain, machin, là, et c'est presque un plaisir. Peut-être qu'on va rire de moi, mais c'est presque un plaisir enfantin, dans ce cas-là, d'aller faire cavaler des personnages comme ça, de les faire se déplacer, en tenant compte, bien sûr, du jour après jour de l'invasion. Mais vous projetiez dedans, ou c'était une vérification pour savoir, tiens, lui, il en est où, enfin, ouais, voilà, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que c'était un aller-retour permanent entre ce que j'étais en train d'écrire, les trajectoires que j'essayais de leur faire emprunter, et puis à un moment donné, je revenais au plan pour savoir si j'étais pas en train de me tromper, simplement de rue. Enfin, j'en étais là, par exemple, de coin de rue, des trucs comme ça. Je voulais pas non plus raconter n'importe quoi, savoir si rue de Lille, par exemple, je fais passer mon personnage féminin rue de Lille, dans quel état est la rue de Lille à ce moment-là. Bon, effectivement, elle est à peu près détruite. Il y a des photos qui en témoignent. Bon. Juste pour éviter j'avais pas envie que je ne sais quel spécialiste de la spécialité vienne me dire, ah non, là, ce jour-là, non, d'abord j'y étais pas, vous non plus, mais voilà, l'idée c'était, là aussi en termes de littérature on peut parler des faits réels, l'important c'est que ça ait l'air d'être vrai quand on sait que le fond historique, lui, oui, il est vérifié. Alors d'ailleurs, pour préciser, je crois que c'est notre consoeur, ma consoeur Macha Seri dans Le Monde qui en parlait, mais je me faisais exactement la même réflexion quand on lit Le Brasier. Enfin, vous racontez une guérilla urbaine et on lit ce qui s'est passé lors de cette semaine sanglante à Paris, et on songe à Raqqa, à Sarajevo, enfin tous ces grands sièges et tous ces crimes contre l'humanité qui ont eu lieu ces dernières années. J'y ai pensé en permanence. Et on le ressent vraiment très fortement. J'y ai pensé en permanence. Parce qu'effectivement, au moment où j'écrivais, on voyait les images de Syrie et ces villes rasées, bombardées. Bon, il n'y a pas de mines là, mais pourries de mines. Et je ne sais pas comment, mais j'avais l'impression de... Je me dis, voilà, une ville, finalement, ça se détruit toujours de la même façon, quoi. C'est-à-dire que ça tombe toujours sur la gueule des mêmes. Et ce sont toujours des gens qui sont... Comment dire ? Ouais, oui, j'avais cette vision des ruines, ouais, quand même. C'était très, très prégnant, ça. Et du coup, par moments, ça m'a freiné. Comment dire ça ? Je me disais, il y avait des moments, je me disais, il faudrait peut-être pas que j'en rajoute trop non plus.
sur cette... parce que quand on écrit des polars, des romans noirs comme ça, on peut être assez vite mené à la complaisance à l'égard de la violence, de la destruction aussi bien des corps que, ici, de la ville, et j'avais pas envie que ça devienne une espèce d'épopée des ruines, quoi, quelque chose d'un peu de trop sordide. Et je pense que ces images qu'on voyait tous les jours à la télévision, ces photos, ces reportages, j'étais allé au festival du photojournalisme à Perpignan il y a quelques années, à peu près au même moment, et la dominante, le thème, c'était la Syrie, et il y avait je sais pas, il y avait 150 photos d'un reporter qui était allé à Raqqa et qui avait ramené des photos. J'étais resté 2 heures à tourner devant ces photos, c'était à peu près à ce moment-là. Et je sais pas comment ça m'a nourri, mais c'était là, quoi. Je parlais de 1871 et je me disais que finalement la destruction, quand elle est lancée, elle ressemble un peu, quel que soit le siècle le siècle ou les 150 ans qui nous séparent, finalement, ces destructions, elles sont toujours c'est toujours la même horreur, quoi, finalement. Mais attention non plus à pas en rajouter, à pas se complaire dans cette espèce de désespoir et de ruine de tout, quoi. Voilà. Mais ça, c'est question d'éthique que je me pose tout le temps quand j'écris. Oui, alors d'ailleurs, précisons là aussi, c'est à la fois, bien sûr, très noir, on en parle depuis un certain temps maintenant, c'est une histoire de guerre, une histoire de défaite, mais il y a aussi quelques échappées poétiques, quelques images marquantes. Je pense à cet enfant qui, je crois, met sa tête dans un canon pour regarder un moment, un autre qui se retrouve entre les Versaillais et les communards, et tout le monde qui s'arrête de tirer et de se battre pendant un moment un peu magique où on ne s'entretue plus, jusqu'à ces pages magnifiques sur le jeune ami d'un de vos héros qui est mort, et ses compagnons d'armes qui le nettoient et qui le préparent pour son dernier voyage. Donc il y a quelques moments poétiques, et justement ça m'amène... il y a toujours une musique dans vos romans. Pouvez-vous nous parler de votre travail justement sur le style, et avez-vous choisi pour ce roman-là un style, une écriture particulière, des couleurs particulières? Enfin, quelles étaient vos intentions de ce point de vue-là sur la forme? Alors, j'ai fait plusieurs essais. Je fais toujours des essais sur les premières pages, des essais de style, de musicalité ou quoi. En particulier, la grosse question, c'est le temps, présent ou passé. Donc là, je suis parti sur le présent parce que du coup, le passé simple, enfin, ces trucs-là, j'avais trop peur de retomber dans l'esthétique, entre guillemets, des romans que j'ai lus du 19e. Or, le présent de narration, c'est quand même quelque chose qui n'existait pas à l'époque et qui nous est très contemporain. Ça a été quand même plus ou moins inventé au XXe siècle. Donc ça, en plus, ça a un effet d'actualisation, de focalisation, de plan resserré qui était intéressante. Après, la question, c'était éviter de me faire embarquer par trop de lyrisme. Parce que là, du coup, c'est facile. Enfin, c'est facile. La tragédie, le courage des personnages, les enjeux politiques, y compris pour moi, de point de vue de mes opinions, c'était facile de s'épancher. Donc, essayer de maîtriser en permanence, je dis bien essayer, de maîtriser en permanence le trop-plein. Du coup, travailler sur la rythmique des phrases, travailler éventuellement par phrases courtes à certains moments pour avoir quelque chose de sec et de rêche et de rugueux, et puis éventuellement par moments se laisser aller à un peu plus à une prosodie plus longue pour les moments de répit. Il y en a quand même quelques-uns, pour les romans de répit, pour les moments plus intimes, voilà. Mais vous parliez de ces enfants, c'est drôle parce que l'idée du gamin qui met sa tête dans le canon, des gamins qui jouent sur les canons, parce que tant qu'il n'y a pas de bataille, ça m'est venu. Il y a une photo assez marrante, avant l'abattement de la colonne Vendôme. Il y a une photo où les gens posent au pied de la colonne. Donc ils sont tous... Et par terre, il y a un gamin qui est allongé et qui fait l'andouille. Il est comme ça, il fait le con.
Donc ça veut dire on n'y pense jamais, mais il y a plein d'enfants dans Paris. Et ça m'a amusé à un moment donné de parler de de parler de ces gamins, de ces titis, de ces gamins qui font les cons sur les barricades parce que ils jouent, quoi. Voilà. Ils continuent de jouer malgré tout. On parlait tout à l'heure de Raqqa et des ruines syriennes. On voit aussi, une fois que la bataille est passée, on revoit des enfants qui sortent et qui jouent avec des bouts de ferraille, ce qu'ils ont avec des poupées démantibulées. Ils jouent. C'est une espèce de permanence vitale des gamins, quoi, à ce moment-là. J'avais envie juste de ça. Pareil pour le petit, là, qui se retrouve pris entre les deux feux. Bon, j'avais envie de ça. Je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça, quoi. Voilà. C'est des moments que comme écrivain, j'ai envie de... C'est des moments qui me font simplement et bêtement plaisir à raconter. Ça ne sert à rien pour l'intrigue, ça n'apporte rien à l'évocation de la Commune de Paris, mais... Ou alors, si, peut-être que ça apporte simplement un peu d'humanité, c'est le pas de côté, c'est... voilà... la vie qui reprend ses droits. Ouais, la vie qui est là, tout simplement, et c'est pour ça que se battent ces gens aussi, voilà. Et un dernier aspect peut-être sur la forme, c'est une des difficultés quand on écrit sur le 19e siècle ou sur d'autres périodes comme ça, plus lointaines de nous dans l'histoire, c'est comment parlent ces gens, comment avez-vous fait pour les faire parler ? Avez-vous eu des sources particulières pour reconstituer leur argot Là, c'est toujours pareil. Il y a les romans naturalistes du 19e, donc là où les écrivains, après y avoir mis des tas de filtres, qui sont la bienséance, on ne dit pas de gros mots, parce qu'à l'époque, ça ne serait jamais passé. Donc j'avais quand même ce parler-là, cette gouaille, en plus on est à Paris, donc la gouaille un peu parigote, et gna gna. Moi qui suis du Sud, bon, c'est toujours quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que j'ai toujours beaucoup aimé. Et puis, comme je mets en scène des gens simples, ce qui ne veut pas dire idiots ou stupides, des gens simples, j'essaye de les faire parler simplement, et j'essaye du coup d'ajuster leur vocabulaire simplement à ce qu'ils essayent de dire d'important. Et quand ils n'ont rien à dire d'important, j'évite de les faire parler. C'est-à-dire que je me méfie beaucoup des dialogues que je trouve parfois envahissants. Je trouve que c'est plutôt au narrateur, à l'auteur de faire son boulot d'évocation. Et le boulot d'évocation du narrateur, de l'écrivain dans les dialogues, c'est de faire attention effectivement à ce que disent les gens, parce que ce qu'ils disent, leur façon de parler, les caractérise aussi socialement, psychologiquement aussi, pourquoi pas. Voilà, mais ça, c'est tout un travail c'est de la cuisine, quoi. C'est un travail ce sont des réglages. Par moment, je peux me mettre à lire à voix haute un échange dialogué pour savoir si ça tourne, si on entend bien ce que les gens disent et comment ils le disent. Mais ça, je fais toujours, même dans les romans qui se situent de nos jours, j'essaye de régler ça le plus possible. Alors même ça, il y a une musicalité dans votre prose, au-delà des dialogues. Est-ce que vous lisez à voix haute aussi ? Oui, ça m'arrive, ouais. Je pratique pas le gueuloir systématique comme Flaubert, mais non, oui, ça m'arrive, ouais, par moment, ouais. Alors, pour terminer, vous l'évoquiez au début de notre entretien, ce livre fait écho forcément avec notre actualité. Nous avons connu le mouvement des Gilets jaunes. Au jour d'aujourd'hui, la présidentielle commence déjà à phagocyter tout l'agenda politique. Donc, ma question sera un peu double. Que vous inspire donc quel regard portez-vous sur le mouvement des Gilets jaunes et que vous inspirent les gauches actuelles Oula. Voilà. On a la nuit. Non, le mouvement des Gilets jaunes. Alors, je vais être tout à fait sincère. J'ai commencé d'abord à regarder ça avec circonspection, méfiance. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis quand même, au bout de quelques semaines, courtes semaines même. On voyait bien que c'était une révolte populaire. Et qui dit révolte populaire dit
dit, à partir du moment où il n'y a pas de cadre politique, où il n'y a pas de dirigeant, où il n'y a pas d'organisation qui s'empare du truc ou qui l'encadre, ben ça peut aussi partir dans tous les sens. Donc ça m'a intéressé assez vite. Après, une fois que les scories fascisantes ont pu être un peu marginalisées dans le mouvement, encore qu'elles ont... Il y avait, sur les ronds-points, il y avait tout, quand même. Il y a eu quelques tentatives, je pense à Commercy, je pense à d'autres endroits de vraiment politiser, mais au sens intelligent du terme, sans récupération partidaire, politiser le truc. Donc ça devenait vraiment intéressant. Là où c'était intéressant en revanche, aussi, et là on n'est pas loin de la Commune de Paris, mine de rien, c'est la violence avec laquelle, violence des éditorialistes, des commentateurs, violence donc verbale, écrite, dans le mépris social, la violence. Je sais plus, c'est qui, c'est Luc Ferry qui voulait faire tirer dans le tas. Bon, et puis à longueur d'éditoriaux, on entendait ça, ce mépris pour qu'est-ce que c'est que ces zizi là qui sortent de leur trou, de leur banlieue, de leur petite maison de banlieue. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Et la commune, on y faisait allusion tout à l'heure, la façon dont la Commune de Paris a été commentée à l'époque par les écrivains, les journalistes, etc. Je pense à, bon, évidemment, il y a Flaubert, mais il y a Zola. Moi, ça a été une surprise quand j'avais lu, mais il y a des années, que ça, je le savais depuis un moment, le bouquin de Podlitsky sur les écrivains contre la Commune. J'avais été étonné par la violence avec laquelle Zola en parlait. J'étais allé du coup relire La Débâcle. Et La Débâcle, ça se termine au moment de la Commune de Paris, et on a deux frères, l'un qui est du côté de l'ordre, entre guillemets, et l'autre qui est du côté de la Commune. Et Zola dit en quelque sorte, finalement, cette punition, ça avait été terrible, mais elle était méritée. Un peu comme on corrige un enfant qui a fait une bêtise, quoi. Enfin, c'est presque les termes qu'ils lui disent dans le roman. Mais du coup, dans ces articles, c'était la même chose. Et on retrouvait la même chose, la même violence dans le commentaire. Mais de la même façon, dans les violences policières, c'est-à-dire que toute proportion gardée, évidemment. Bon, il n'y a pas eu 20 000 morts. Mais dans la façon dont la police a combattu ce mouvement, que ce soit à Paris, soit à Bordeaux, d'où je viens, où on a eu quand même des blessés graves, et avec des gens qui se sont fait massacrer alors qu'ils ne présentaient aucun danger pour quiconque, etc. Mais bref, on a vu les images et reconstitutions vidéo que Le Monde avait faites, en particulier de cet homme qui avait été massacré par un flashball alors qu'il tournait le dos aux flics et qu'il était à 50 mètres. Bref, toute proportion gardée, on a le même schéma. C'est-à-dire que là où les gilets jaunes étaient intéressants aussi, c'est parce que tout d'un coup, ils ont foutu la trouille au pouvoir. Le pouvoir a commencé à avoir vraiment peur. Donc, quel réflexe? On envoie les plumitifs défendre le front écrit, intello, médiatique plutôt, intello, médiatique, et puis on envoie la police, les forces de l'ordre, pour tenir la rue. Mais finalement, c'est toujours un peu comme ça que ça se passe, quoi. C'est-à-dire que voilà, l'écho, il est très lointain, il est très déformé, mais on peut l'y retrouver, oui, il me semble. Pense, oui. Et l'état des gauches à l'heure actuelle je parlais de mélancolie tout à l'heure en commençant et en évoquant... Je me demandais si vous étiez relu Ben Saïd récemment. Non, mais dans le train, tout à l'heure, j'ai relu, pour réfléchir un peu à tout ça, je relisais justement le bouquin de d'Enzo Traverso. Là, oui, je parlais de mélancolie, et là, on n'est pas loin du désespoir. Enfin, c'est... j'ai plus de... Enfin, à un moment donné, je trouve plus les mots, quoi. C'est tellement aberrant, c'est tellement suicidaire. On peut reprocher à Macron et à son pouvoir de faire le lit de Le Pen, mais personne ne fait en sorte que ce lit ne se fasse pas. Personne n'est là pour soulever le sommier, tout foutre en l'air par la fenêtre, quoi. Je vois bien comment ça se présente pour 2022. On va avoir 4, 5, 6 candidats de gauche.
Et puis ça va, si on en croit les... Alors il peut toujours se passer quelque chose. Hein. Encore, Ben Saïd parlait, l'histoire c'est un surgissement permanent. Donc on peut toujours espérer que quelque chose se passe. Mais bon, la crise Covid fait que tout de même il est très très compliqué aujourd'hui de sortir dans les rues, ne serait-ce que ça. Mais bon, pour l'instant on va droit dans le mur, pied au plancher, il n'y a plus de frein. Et vraiment, j'arrive même pas à analyser ça, tellement je suis désemparé par ce qui se passe, quoi. Alors, je signe les appels à l'unité, l'unité de la gauche, sur un programme, pas sur une personne, je m'en fous, mais sur un programme, sur quelque chose. Surtout que les programmes existent, ils sont largement partagés. Enfin, il serait tellement facile de dire, voilà notre programme de gouvernement, voilà ce que pendant 5 ans, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on propose, tout simplement. Et non, ça vient pas, je sais pas. J'aimerais savoir ce que tous ces gens-là, ces dirigeants politiques-là, et quelques militants aussi, hein, parce que quelques militants que je croise et que je connais sont dans un aveuglement, mais délirant, quoi. Je pense aux communistes que je connais un peu mieux, ils sont revenus, ils se croient à nouveau, ils ont l'impression que Georges Marchais est ressuscité. Bon, bref, on fait mieux en termes de résurrection. Bon, du côté des insoumis, il y a, malgré l'intérêt que ça présente, et qui est indéniable, il y a toujours, moi qui me gêne, alors là, c'est mon avis personnel et je le partage, cette espèce de culte de la personnalité autour de Jean-Luc Mélenchon, moi, qui me gêne vraiment, quoi. Bon, on a l'impression de pas... faut surtout pas dire de mal du chef, faut surtout pas mettre en question, ne serait-ce que mettre en question, quoi. Après, il y a le programme, c'est intéressant, c'est passionnant, c'est tout ce qu'on veut. Moi, je sais pas. Je crois qu'on est très très mal barré, sauf événement extraordinaire, improbable. Je sais pas, vous voyez, je suis très brouillon parce que je sais pas. Non, mais... Je crois pas être le seul dans cette situation-là de désarroi complet, quoi, enfin d'incompréhension. Il me semble, à l'âge que j'ai, depuis le temps que j'essaye de réfléchir, que je médite un peu, etc., je croyais avoir quelques grilles de lecture, d'analyse, quelques outils qui me permettraient de dire les choses, de comprendre, non ? On est dans une espèce de Capharnaüm qui n'est pas sans rappeler le comité de la commune. Ouais, sauf que le comité de la commune, il a tenu le coup. Alors certes, il a tenu que 72 jours, mais il a fait des choses. Mais on était à l'origine. C'était l'ébullition de départ. C'était, je sais pas comment le dire. C'était normal qu'ils en discutent. On était encore au moment où les utopies étaient à peine en train d'émerger. Donc il était normal qu'elles se cognent les unes dans les autres. Mais on n'en est plus là. D'ailleurs, d'utopie, on n'en a plus. Donc il est bien là. Le problème, c'est qu'il y a les horizons d'attente, on ne les aperçoit pas. Et c'est ça qui est tragique. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Lecor. Ce mot tragique, c'est... Et pour tous ceux qui ont envie de se replonger dans la commune, on vous invite grandement à lire Dans l'ombre du brasier. Voilà, c'est confondant et on vit pendant 550 pages la commune. Merci à vous. Merci à vous, merci beaucoup. Mediapart.